Bonsoir à tous. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci à l'Alliance, à Jean-Claude Kuperminck et à Ariel Danan pour organiser la soirée. Et donc je vais présenter rapidement, bien sûr, le livre de Cathy Hazan, comme Jean-Claude Kuperminck vient de le dire, qui est historienne, agrégée, docteur en histoire et qui dirige depuis 10 ans déjà, je crois, non ? 12 ans. 12 ans. Les archives de Lausée. Et voilà, commençons par le titre. Rire le jour, pleurer la nuit, ce titre est en fait une phrase d'une éducatrice de la maison d'enfants de Chabannes dans la Creuse, dont elle avait la charge après avoir dit que c'était aussi un temps lumineux. Ce n'était pas encore des enfants cachés, Cathy vous l'expliquera, puisque tout ça se passe en règle générale avant l'automne 42, c'est-à-dire avant les grandes rafles, où là, Lausée décide qu'il est temps de se disperser vite. Et là commence le temps des enfants cachés. Et tout le monde sait aussi que Cathy a écrit une grande thèse, qui est devenue un grand livre, édité aux Belles Lettres, sur les maisons d'enfants, les orphelins d'espoir. Alors la publication, d'abord un mot, parce qu'il se trouve que je dirige la publication de Mémorial de la Shoah de cette collection. Cette collection a une dizaine d'années. Maintenant, en janvier, là prochain, 2015, elle aura 10 ans. On a publié une quarantaine de livres. Ce livre de Cathy est l'un des derniers volumes publiés par nos soins. Alors, d'où vient ce volume? Il vient d'un fonds d'archives privé qui a été déposé au Mémorial de la Shoah, et pas à Lausée d'ailleurs, mais Cathy peut-être expliquera pourquoi, paradoxalement, par Félix Chevrier, qui a été le patron de cette maison d'enfants de Chabannes, et qui est l'un des, probablement, enfin tu me diras si je me trompe, l'un des instigateurs de ce journal. Complètement. Alors, résumons. 300 enfants sont passés par Chabannes, tous des enfants de juifs étrangers, beaucoup de juifs allemands et de juifs autrichiens. Ce sont d'abord des enfants qui sont partis de la région parisienne au moment de la déclaration de guerre, en septembre 1939. Ensuite, c'était des enfants sortis des camps d'internement. C'était aussi de jeunes adolescents berlinois du château de Quincy. Enfin, vous expliquera tous ces détails plus tard. Donc, ce qu'elle montre bien dans le livre, dans sa longue introduction et dans toutes les annotations qui parsèment le journal de Chabannes, c'est qu'en fait, on a toutes les strates différentes de l'histoire de la Shoah en France. C'est aussi ce qui fait de ce document d'histoire, parce que c'est un document d'archives à l'origine, ce document d'histoire, un document de première force. Alors, l'ouverture des maisons d'enfants, c'est une nécessité liée à la guerre, ça, je ne vous apprends rien. Les juifs allemands, les jeunes juifs allemands qui sont arrivés en France, pour certains d'entre eux, dès 33, 34, 35, et a fortiori après la nuit de cristal, après novembre 38, ont été pris en charge pour beaucoup d'entre eux par Lausée, et en particulier par André Salomon, qui va prendre contact avec Lausée, qui dirigera d'ailleurs le service social de Lausée jusqu'en 1947. Parmi ces enfants, d'ailleurs, je voudrais mentionner le nom de Georges Arthur Goldschmidt, qui fait partie de ces exilés, qui avait 10 ans en 1938, et qui est devenu le grand essayiste et traducteur que l'on sait aujourd'hui en France, le grand germaniste aussi qu'on sait aujourd'hui en France, et je vous recommande son autobiographie, La traversée des fleuves, où il raconte précisément son départ d'Allemagne, son arrivée dans ses maisons, etc. Pas celle de Chabannes en l'occurrence. Alors ce journal, d'où vient-il? Parce qu'il s'agit vraiment d'un journal tenu par des adolescents, avec des dessins d'adolescents et des photos aussi à l'intérieur du journal. Ce journal, c'est un projet pédagogique qui a été écrit pendant les 2 ans de la colonie, donc en 1941. C'est un projet qui a été initié par le directeur Félix Chevrier, qui n'est pas juif, qui a joué un rôle très important avant la guerre et qui jouera un rôle important durant la guerre. C'est un journal écrit par les enfants, par les adolescents. C'est un journal dont un adolescent en particulier en titre à la responsabilité, qui sera déporté, qui ne reviendra pas. J'en parle dans le livre. Et c'est un journal qui est aussi initié par 2 femmes qui sont des justes, je peux le dire. Je ne sais pas si elles ont reçu le titre de juste. Les sœurs Paillassou. Ça fait partie de ces Français, ces institutrices françaises, ce petit village de Chabannes dans la Creuse. Ça fait partie de ces instituteurs, ces professeurs, ces Français moyens, ces Français ordinaires, ces justes parmi les nations, comme celle qui a tenu son journal qu'on a publié sous la direction de Patrick Cabanel. Un trou de mémoire, là, tu te souviens, non? Oui, Alice Ferrière, merci. Alice Ferrière. Eh bien voilà, les sœurs Paillassou, les demoiselles Paillassou, ce sont l'équivalent dans la Creuse d'Alice Ferrière, protestante, Sévenol, dans le Gard. Et ce que montre le journal, c'est une intégration réussie dans le milieu ambiant, grâce entre autres à l'école, et en particulier à l'école du village où les enfants sont finalement bien intégrés. Et ce que Cathy montre bien aussi, ce que le journal montre, mais Cathy le montre encore mieux, c'est comment la mise à l'écart de l'institutrice a été opérée par le directeur. Elle montre aussi le poids de la Légion,
est présente dans la région. Elle montre aussi ce qu'elle appelle, je la cite, la veulerie d'éducation nationale. Et j'insiste, ce journal a été écrit avant les grandes rafles de l'été et surtout de l'automne 1942. Alors, ce qui est plus intéressant encore dans ce document d'histoire, c'est que le livre élargit le regard avec la description des rafles à la maison d'enfants et comment les enfants ont été sauvés grâce à la mobilisation de presque tous. Alors, elle mentionne que les gendarmes sont venus 3 fois à Chabannes. Le 26 août 1942, tout le monde sait que c'est en zone sud, le jour de la grande rafle. Puis le 2 septembre 1942, et dernière tentative, et tu me diras si je me trompe, 43. en 1943, en octobre 1943, une tentative très, très tardive. Or, Félix Chevrier fait avorter cette dernière tentative, et ces 3 rafles-là, ou du moins ces tentatives de rafles, dont certaines d'ailleurs ont donné prise à des arrestations d'enfants. La première. Des enfants qui ne reviendront pas, sont un signal pour l'oser. Il faut arrêter les maisons d'enfants de ce style, passer à la clandestinité, et ces enfants-là passeront dans le circuit Georges Garel. Alors, ce que montre aussi le document, et ce que montre le travail de Cathy Hazan, c'est différents parcours d'enfants. Certains ont été dirigés vers les États-Unis, c'était possible, d'autres beaucoup vers la Suisse. Beaucoup ont été cachés ici ou là en France, en fonction de l'âge, en fonction des régions. Ça donne une vision d'ensemble de tous les mécanismes de sauvetage, qui sont très complexes d'ailleurs, et qui permettent de réaliser que pour sauver un enfant, il fallait toute une chaîne de solidarité. Il fallait 5, 10, 15, 20 personnes pour arriver à sauver 1 ou 2 ou 3 enfants. Alors le journal, qu'est-ce qu'il met en lumière? Il met en lumière pour le grand public, parce que cette collection que nous dirigeons avec le Mémorial L'achat en partenariat avec Calvin Lévy, c'est une collection pour des érudits, c'est une collection pour grand public cultivé qui s'intéresse au sujet. C'est donc c'est un journal qui a cet intérêt de mettre en lumière le rôle de l'OSE, que la plupart des gens en France ne connaissent pas. Même malgré le centenaire de l'OSE en 2012, on ne peut pas dire que le grand public connaisse vraiment l'institution née en Russie. Ça met en lumière aussi une certaine France profonde, les sœurs Paillassou, par exemple, les gendarmes, ou Félix Chevrier. Et ça met en lumière le rôle des Juifs étrangers par rapport aux Juifs français. Quel était leur destin? Il était très différent, et vous savez que ça a fait l'objet d'une polémique récente. Le rôle aussi de cet homme qui est inconnu du grand public aujourd'hui, qui est Félix Chevrier. C'est un travail peu commun et peu connu que celui de Félix Chevrier. Je voudrais en dire un mot quand même. C'est qu'avant la guerre, et Cathy Hazan a rassemblé sa correspondance et publie une partie de sa correspondance et elle la note. Avant la guerre, Chevrier a œuvré dans des camps pour étrangers, 73 camps exactement, où résidaient 25 000 internés sous autorité militaire. Et ce que montre la correspondance de Chevrier, ce que montrent aussi les 73 camps d'internement, c'est la puissance de l'administration française. Et si je dis puissance, je vais ajouter un synonyme, l'arbitraire. L'arbitraire très fréquent de l'administration française où vous dépendez du premier fonctionnaire venu. Quand je dis vous dépendez, c'est votre survie qui dépend du premier tampon de celui qui dispose d'un tampon, c'est-à-dire en fait quasiment d'un droit de vie et de mort sur votre existence. Et alors, ce que montre aussi le travail de Chevrier, c'est l'antisémitisme français. Je ne vous apprends rien, pas la peine d'insister. Pas une invention, vous n'êtes pas de l'affaire Dreyfus, il est bien antérieur. Elle montre aussi une certaine xénophobie en général dans les camps qui a joué. Et elle montre aussi que les camps les plus sordides, parmi les 73 camps dont il est question, c'était les camps où se trouvait le plus de juifs. Comme par hasard. Oui, ce qu'elle écrit d'ailleurs dans son texte, comme par hasard. J'ai pas de réponse. Oui, je me souviens très bien de l'expression comme par hasard. Alors, ce journal, il a été retranscrit et annoté et conservé dans sa quasi-intégralité. C'est comme ça qu'on l'a recueilli aux archives du Mémorial de la Shoah il y a déjà pas mal de temps. Il décrit l'installation fin novembre 1939 dans le château de Chabannes, des débuts très chaotiques, et Félix Chevrier s'adresse à un interlocuteur étranger, à la maison, intemporel, on ne sait pas vraiment à qui il s'adresse, et il se poursuit, ce journal, et c'est ça en fait le gros du document, par les témoignages des enfants, par les récits, leur vie au jour le jour, leurs rêves, leur passé en Allemagne, en Autriche, leurs parents qu'ils n'ont pas revus, leur nostalgie, leur tristesse souvent, leur rire souvent aussi, d'où le titre précisément. Alors, je voudrais pour conclure cette brève présentation dire aussi qu'avec ce journal, c'est Cathy qui le dit dans son introduction, je reprends son expression, on est dans la micro-histoire. C'est vrai, on est dans la micro-histoire, mais la micro-histoire n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que le journal de Chabannes nous fait entrer dans un micro-événement qui est en fait un miroir grossissant de tout ce qui a pu se passer en France à l'époque. Et aujourd'hui, on sait par exemple une étude récente
faite par 2 historiens français sur les Juifs de Lens, 900 Juifs de Lens. C'est aussi de la micro-histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la micro-histoire n'est pas du tout nouvelle dans l'histoire. C'est une longue tendance dans l'historiographie française. Je rappelle qu'il y a 40 ans, Emmanuel Leroy-Ladurie publiait Montaillou, village occitan, qui était déjà un très grand livre de micro-histoire. Finalement, on n'a rien inventé avec la micro-histoire. On fait que continuer quelque chose. Et Leroy-Ladurie l'avait bien montré, ou Pierre Goubert avec Beauvais et le Beauvaisis ont bien montré qu'à travers une région précise, un cas précis, on peut parfois, par un miroir grossissant, voir quelque chose de beaucoup plus large. Cheval d'orgueil, non? De Jacques Elias Voilà, aussi, de c'est Cheval ça. d'orgueil. Bon. Alors, je terminerai en disant que ce journal permet de comprendre l'histoire de la Shoah en France en suivant le parcours de juifs étrangers, j'insiste, étrangers, dans un coin perdu de la France, perdu, le plus perdu qui soit du Limousin, c'est-à-dire la Creuse, l'un des départements les moins peuplés de France, vous le savez tous. Et ces parcours permettent d'évoquer concrètement, c'est ça qui est intéressant aussi, des situations dramatiques, de mettre des noms, des visages, des histoires sur des histoires qu'on ne connaît en règle générale que par des statistiques mortes. Il y a tant de survivants, tant de rescapés, tant de disparus, etc. Et donc, ça permet aussi de mettre en place, ou du moins de mettre en lumière, les stratégies mises en place pour sauver ces enfants, l'énergie que les enfants ont eue eux-mêmes pour se sauver, l'énergie que les adultes, dont les sœurs Payassou, dont Félix Chevrier lui-même, ont déployée. Et Cathy Hazan écrit dans la fin de son introduction cette phrase: « L'exploration de ce témoignage direct permet de questionner la triade proposée par Raoul Hilberg des bourreaux, des victimes et des autres, virgule, les témoins. » Point. Alors, je voudrais, la soirée est essentiellement une soirée de débat avec vous tous, et pas une soirée d'exposé, ce que m'a expliqué Cathy à l'instant. Mais je voudrais quand même poser la première question, puis ensuite la parole sera à vous tous, bien sûr, et à Cathy. La première question, c'est pourquoi, alors que tu as travaillé essentiellement sur les maisons de l'après-guerre, pourquoi t'es-tu intéressé en particulier à ce journal de Chabannes et comment l'as-tu découvert? Bon, merci Georges. Il a tout raconté sur le livre. On n'a plus qu'à aller se coucher. Merci d'être de vous tous là. C'est vrai que mon travail de doctorat, il a porté sur l'après-guerre. J'avais envie de savoir qu'est-ce qu'on avait fait des enfants juifs après la guerre, et en particulier de voir toutes ces collectivités d'enfants qui avaient été ouvertes par toutes les différentes organisations juives qui reflètent toute la richesse et la diversité du peuple juif. Qu'est-ce qu'elles avaient produit comme éducation et qu'est-ce qu'elles avaient produit comme identité. Et donc, en fait, c'était mon travail sur l'immédiate après-guerre. Et en interrogeant les gens, en fait, j'ai bien compris que je ne pouvais avancer sur l'après-guerre que si j'envisageais et je comprenais le sauvetage de ces enfants. Et en fait, je crois vraiment sincèrement que les histoires de sauvetage d'enfants ou d'adultes de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, ne commencent pas en 1939 et ne se terminent pas en 1945. C'est-à-dire que la guerre pour les Juifs, ça commence en 1933 et pas en 1939, et ça ne se termine pas en 1945 parce que la reconstruction et du judaïsme et des Juifs et des enfants juifs orphelins, eh bien, ça commence en 1945. Et c'était si vrai que la plupart des enfants que j'avais interrogés pour ce doctorat m'avaient dit, mais tous avec des mots différents, pour nous, la vraie guerre, elle commence à la fin de la guerre. Quand on s'aperçoit et quand on comprend, sans qu'on nous l'ait dit, que nos parents ne rentreraient pas. Bon, donc effectivement, j'ai étudié la totalité des organisations juives qui se sont occupées d'enfants, les organisations politiques, c'est-à-dire les juifs communistes, les juifs bundistes, puis les organisations
sionistes, c'est-à-dire l'OPEJ, qui est issu du mouvement de la jeunesse sioniste, les organisations issues des mouvements de jeunesse, les éclaireurs israélites, et puis effectivement, cette organisation sociale de la communauté juive qui est l'OSE, et c'est vrai que j'aimerais bien vous en dire un mot. En gros, ce qu'on dit, c'est que 10 000 enfants juifs ont été sauvés par les organisations, toutes zones confondues et toutes organisations confondues. 10 000 enfants juifs, c'est peu et c'est beaucoup. 10 000 enfants juifs uniquement par le biais des organisations, c'est-à-dire les enfants dont elle a eu la responsabilité. Si vous enlevez les 11 100 enfants déportés, eh bien, il vous reste une classe d'âge de 60 000 enfants juifs sauvés. Sauvés par qui? Sauvés par leurs parents. Et je sais qu'ici, il y a des gens qui se sont cachés dans la Creuse avec leurs parents, qui n'ont pas eu besoin des organisations juives pour les aider, ou qui ont eu besoin des organisations juives. Donc, ces juifs ont pu se fondre dans le tissu social français. Et s'ils ont pu se fondre dans le tissu social français, eh bien, c'est parce que et la France a une tradition d'accueil, et les Juifs ont une tradition d'intégration qui date depuis la Révolution française. Le modèle français, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Bon. Quand Georges dit ce sont essentiellement des Juifs étrangers qui sont dans ce livre, je mettrai un petit bémol. Ce sont des enfants de Juifs étrangers, mais dont une partie était français. Ce qui vous donne effectivement, quand il a parlé de toutes ces strates d'enfants dont s'est occupé l'OSE à l'intérieur de cette maison d'enfants de Chabannes, ce sont d'abord des enfants qui ont été amenés par l'OSE dès la déclaration de guerre, puisque la maison ouvre en novembre 1939, et qui étaient des enfants que l'on mettait à l'abri des bombardements. Et c'est en fait ce que je ne savais pas en étudiant le texte donc, de Félix Chevrier, c'est qu'il y avait tout un plan d'évacuation du gouvernement français. On connaît l'évacuation de l'Alsace-Lorraine, oui, ça on connaît. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que de la région parisienne étaient prêts. Les enfants de la région parisienne, par école, étaient, par exemple, le 12e allait dans la Nièvre, le 10e arrondissement, c'était prévu d'aller dans l'Eure. Je vous dis un peu ça n'importe comment, hein. Mais il y a eu tout un plan d'évacuation. Il se trouve que l'OSE a fait partie de ce plan d'évacuation en tant qu'association qui aide au départ d'enfants. Il se trouve qu'elle s'est occupée d'enfants juifs. Alors, quelle est la puissance de l'OSE? Qu'est-ce que c'est que cette œuvre de secours aux enfants? Vous savez pourquoi on dit OSE? C'est parce, et pas OSE, Organisation de secours aux enfants. C'est parce qu'elle est née en Russie en 1912, Общество здравоохранения евреев, c'est-à-dire organisation sanitaire pour les Juifs.
Quand elle arrive, bon, je vous la fais courte, en 23, c'est Staline qui la vire les dirigeants. Elle va où? À Berlin. Ah oui, c'est la porte elle reste de 23 à 33 en Allemagne. Elle s'occupe de quoi, cette association? Elle s'occupe, évidemment, au départ, des besoins de médico-sociaux d'une population de tout l'empire tsariste. Et puis, très vite, elle va s'occuper des victimes des pogroms, elle va s'occuper des réfugiés qui sont en masse, et évidemment d'enfants orphelins. Et donc on voit les trois composantes. C'est ça son savoir-faire. Elle sait faire ça. Et elle sait faire ça depuis 1912. Donc quand elle arrive en France en 1933, d'abord elle a la bonne idée d'aller installer un bureau à Genève. Elle s'appelle l'Union des sociétés osées. Alors, osées, c'est toujours pas français, hein, c'est du latin. Organisatio Sanitaris Hebraica, qui est la traduction du russe. Et quand elle arrive en France, elle prend toujours le terme d'organisation sanitaire pour les Juifs. La guerre arrive, et ce n'est qu'en 1942, à Montpellier, organisation sanitaire pour les Juifs, ça fait un peu désordre en 1942. Qui a eu l'idée de garder l'acronyme et de mettre organisation de secours aux enfants? Je n'en sais rien, et on n'en sait rien, mais en tout cas c'est en 1942 et à Montpellier. Voilà, où la direction se trouvait. Donc, cette longue introduction pour vous dire qu'elle a un savoir-faire. Ce savoir-faire, elle l'a déjà expérimenté, si on parle de la France, en ouvrant les premières maisons d'enfants à Montmorency au moment de la nuit de cristal, et effectivement pour accueillir des enfants de juifs étrangers qui arrivent par ce qu'on a appelé les Kindertransports, des transports d'enfants. Ce sont ces parents qui ont eu le courage, sachant combien ils ne pouvaient plus partir d'Autriche ou d'Allemagne, qui ont eu le courage de faire partir leurs enfants par des trains tout seuls et qui arrivent grâce à des comités de secours. Alors, il y avait le comité de la baronne de Rothschild, il y avait le comité des Ginsburg, de la baronne de Ginsburg, par le biais de Losé, et puis il y avait un Huluberlu, mais je vous le raconte parce que une partie de ces enfants, Losé va les récupérer, qui est le comte Hubert de Montbrison, un aristocrate russe rouge. Il est socialiste. Et en même temps, il fréquente du beau monde puisqu'il a comme maîtresse la princesse Palais. Et il lui offre un château dans la région parisienne qui est le château de Quincy-sous-Sénart. Elle y met des orphelines russes orthodoxes russes blanches, mais en même temps, lui, il est un petit peu rose, puisqu'il est socialiste. Il fait venir des filles des résistants espagnols. Alors, vous voyez comment tout ça coexiste. Et puis, début 1939, il se mobilise pour les enfants juifs. Et il reçoit une quarantaine de jeunes berlinois. La plupart de ces berlinois vont se retrouver à Chabannes, à Lozé. Et alors, ces berlinois, avec leur éducateur qui était là pour leur apprendre le français, sont là jusqu'à la déclaration de guerre. Pour l'instant, on ne parle pas de Lozé, hein. Et il y a l'exode. Et donc, ils partent tous, ils font un rond dans l'eau de quand même 80 km. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'un d'entre eux le raconte dans le journal. Et puis, ils sont rattrapés par les bombardements
allemands, qu'est-ce qu'ils font? Ils remontent à Quincy. Mais, entre-temps, il y avait eu d'abord l'armée française qui avait réquisitionné le château. Et puis, comme on est en juin 40 et après juin 40, eh bien, c'est l'armée allemande. Et voilà les soldats de la Wehrmacht qui se retrouvent face à face à ces jeunes Berlinois. Tout le monde parle allemand, tout le monde est content, sauf que c'est des juifs allemands. Alors, ils jouent au foot un petit moment à Quincy, et puis le comte, affolé, appelle Lauzet et dit « Moi, je peux pas... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ces 40 jeunes Berlinois ?» Et comme Lauzet avait déjà ouvert, depuis fin 1939, 4 maisons d'enfants, dont 3 dans la Creuse, ce n'est pas un hasard, parce que c'est un département accueillant, donc elle fait venir une partie de ces jeunes Berlinois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme enfants? On a des enfants de juifs étrangers dont certains sont français, qui sont et qui fuient les bombardements. Ça, c'est un premier groupe. Vous avez ces jeunes Berlinois qui parlent à peine français, qui parlent allemand et qui viennent du château de Quincy. Vous avez un troisième groupe qui sont les enfants sortis des camps d'internement de zone sud. C'est-à-dire Gurs et Rivesaltes. Alors là aussi, on le connaît assez peu. C'est 6700 juifs du Bad Palatinat qui ont été le cadeau d'Hitler à Pétain au moment d'octobre 40. J'ai des pastilles. Qui sont les juifs du Bad, du Palatinat et de la Sarre, qui en octobre 40, donc vous voyez juste après l'armistice, sont envoyés parce que ces régions doivent être Judenrein, mais ce n'est pas encore la solution finale, mais au lieu de les envoyer à l'est, on les envoie à l'ouest. On les envoie donc en zone non occupée. C'est 9 trains qui arrivent, femmes, enfants, vieillards, et qui vont être parqués, je dis bien parqués, à Gurs. Et il a fait tellement froid et c'est tellement désorganisé qu'on est mort de faim et de froid à Gurs cette année-là. Évidemment, les œuvres du comité de Nîmes, et en particulier Lauzet, ont la possibilité d'entrer dans ces camps et de sortir des enfants. Et donc, ils seront d'ailleurs très efficaces puisque au moment des grandes rafles, il n'y aura plus d'enfants. Alors là, c'est vraiment des enfants de juifs étrangers, allemands et autrichiens. Et donc, beaucoup, troisième groupe d'enfants, vont se retrouver à Chabannes. Alors, qu'est-ce qui m'a passionné dans ce document qui était effectivement dans les fonds du mémorial de la Shoah, moi qui avais travaillé sur les enfants, c'est d'abord que c'est une expérience pédagogique. Félix Chevrier, le directeur, le dit bien. On va faire un journal pour raconter notre vie à Chabannes. C'est donc au jour le jour, c'est pris sur le vif, c'est pas trafiqué. Vous avez le point de vue des adultes, le directeur Félix Chevrier, les éducateurs, les enfants, et qui racontent leur vie dans ce
petit microcosme qui est un tout petit village de la Creuse. Et là aussi, Georges en a parlé, c'est dans ce document, dans ce journal, c'est l'intervention des deux institutrices, les sœurs Payassou. Et là, je crois que on n'a pas assez insisté sur le rôle des hussards noirs de la République dans le sauvetage des enfants juifs. Là où il y avait un EPS, c'est-à-dire des écoles primaires supérieures avec un internat, là où il y avait un collège, là où il y avait un lycée, vous pouviez être sûr qu'il y avait des enfants juifs cachés dedans. Et donc, ces deux institutrices, d'abord, elles racontent que ces enfants ont été pris en charge d'emblée à l'école du village, que ça avait été une volonté de Félix Chevrier pour juste, et d'elle-même pour mélanger autant que faire se peut ces deux mondes tellement différents, les petits enfants de paysans creusois qui parlaient patois, et puis ces enfants de juifs étrangers qui parlaient à peine français. Et c'est très émouvant de voir comment la greffe a prise. Et ça, je le raconte en dehors du journal. Effectivement, il y a eu l'école, mais il y a eu surtout des amitiés qui se sont forgées entre ces enfants juifs et les petits-enfants creusois, à telle enseigne que il y en a un qui s'est fait enterrer au cimetière de Fursac, sur place, et que la concession du cimetière a été offerte par son ami de là-bas. Pour vous dire, il est mort dans les années 60 d'un accident d'automobile. Or, depuis la fin de la guerre, enfin dans les années 60 ou 70, il était revenu chaque fois pour retrouver son camarade de Chabannes. Et donc, tout ça pour vous dire que vraiment des amitiés profondes se sont nouées entre les uns et les autres, et que c'est pas de la blague, quoi. C'est vrai. Et c'est ça que j'ai essayé aussi de montrer. Enfin, ce qui m'a été la surprise aussi que j'ai eue, c'est quand j'ai essayé de faire les parcours de ces enfants. Je m'étais donné comme règle de faire les parcours de tous les enfants qui avaient écrit dans le journal. Je n'ai pas pu les faire tous des parcours approfondis. Et puis j'ai pris quelques parcours et j'ai suivi ces enfants jusqu'à tout ce que j'ai pu. Et j'ai fait comme ça 4 grands parcours qu'on peut suivre. Et au fond, on s'aperçoit de quoi. Et c'est là où quand Georges dit, c'est un focus sur l'ensemble de la Shoah en France, c'est ça, c'est à travers ces parcours. D'abord qu'effectivement, Chabannes a été un temps lumineux, j'insiste, parce que les enfants ne sont pas cachés. Ils vivent sous leur vrai nom, ils vont à l'école du village, mais malheureusement aussi, ils sont recensés. Donc ça veut dire que, il y a eu 3 fois des gendarmes qui sont venus pour en
arrêter certains. Mais on comprend la différence entre ces années-là, où ils sont au grand jour, et après, lorsqu'ils deviennent des enfants cachés. Parce que c'est là où c'est différent. Et quand l'institut, là, l'éducatrice dit « Chaban était un temps lumineux », oui, c'était un temps lumineux à cause de ça. Parce que c'était un petit havre de paix, bien momentané, c'est vrai, mais un havre de paix pour ces enfants qui, pour beaucoup, avaient connu, c'est pas des Français de souche, ils ont connu depuis 1933, quand il y en a un qui dit moi à chaque fois ça me fait Ehud Leub qui est parti en Israël et dont je raconte tout le parcours. Il avait 9 ans, il était d'une toute petite communauté juive du côté de Bulle ou Brûle. Gérard, ferme tes yeux, il y a les deux, je sais pas. Brûle, hein? Et il était enfant unique. Et sa première expérience sociale, c'est juste l'année 33 ou 34, un groupe d'enfants qui l'oblige à se déculotter, à pisser et à lécher son urine. Et il avait 9 ans, il n'y a pas eu un enfant qui est venu à sa rescousse. Et ça a été sa première expérience sociale d'un enfant. Donc vous voyez que, bon, et Ehud Leub, qui s'appelle Herbert Odenheimer, se retrouve à Gurs. De Gurs, il se retrouve à Chaban. De Chaban, il change de nom, il devient Hubert, toujours Odenheimer. On vient le chercher le 26 août 1944, mais, le 26 août 1942, lors de la première rafle, mais sur la liste, il y a un Herbert Oppenheimer. Donc Félix Chevrier dit « Ah non, moi j'ai pas Oppenheimer ». Donc c'est ce simple nom changé qui fait qu'il a la vie sauve. Du coup, on le met très vite dans plusieurs familles. Il change 5 fois de nom. Et donc, vous voyez, c'est ce parcours d'enfant caché qui fait que on se dit, mais jusqu'à quand ça va, ces parcours, enfin, ces enfants vont souffrir. Il y en a un, on a l'impression qu'il est sauvé parce qu'il va partir aux États-Unis. On croit ça. Sauf que il part aux États-Unis, il a 17 ans. Son père était déjà là-bas. Mais comme il a 17 ans, il n'est plus considéré comme un enfant. Donc, le FBI l'attend à Boston tout de suite et lui dit « Soit vous vous engagez immédiatement, soit vous restez à Ellis Island. » Et il s'engage. Et où il va? Et où on l'envoie? En France. Et où il est? Il est dans les Ardennes. Et où... alors, évidemment, il n'est pas en première ligne. Il n'est pas... Il a à peine 17 ans et demi, là ça fait 18 ans. Seulement dans les Ardennes, c'est mauvais pour les Alliés. Et en particulier les Allemands y envoient des espions avec un uniforme américain. Et donc lui, il a peur qu'à cause de son accent, parce que l'accent, il est toujours un accent allemand, il soit pris pour un espion. Finalement, il n'est pas
il n'est pas inquiété, et on l'envoie après à Buchenwald pour ouvrir les camps. Et voilà cet enfant qui était venu par un Kindertransport, qui avait en France, qu'on envoie aux États-Unis, qui revient en France. C'est des parcours invraisemblables les uns et les autres. Voilà, je voudrais terminer là-dessus. Moi, j'ai été stupéfaite de ces parcours d'enfants parce que ça donne une dimension complètement... On est loin du journal de cette maison d'enfants de Chabannes. Voilà. Peut-être que j'étais un peu longue et qu'il est temps peut-être de répondre à vos questions. Et puis sinon, la canne de tout ayant été un peu jugulée, de répondre à vos questions. Oui, allez-y. Oui. Alors, il se trouve que l'OSE a un service archives et histoire qui marche bien. Mais surtout, il y a une amicale des anciens de l'OSE. Et cette amicale des anciens de l'OSE qui comprend plusieurs centaines d'adhérents, qui sont d'ailleurs par maison, et en particulier l'amicale. Il y a une amicale aussi aux États-Unis, et il y a une amicale en Israël. Et donc, c'est vrai qu'il a suffi que je fasse un appel avec la liste des enfants que j'avais pour en retrouver certains. Il se trouve que Norbert Bikeles, qui a écrit dans le journal, est aussi le président de l'amicale des États-Unis. Norbert Bikeles, non seulement a écrit un texte émouvant, puisqu'il faisait partie de la quarantaine d'enfants de Quincy, mais il a une autre histoire, c'est qu'il fait partie de ceux qui ont été les premiers du canton au certificat d'études de la promotion de 42, ce qui a fait scandale. Pourquoi ? Bien parce que la Légion a été obligée de donner les prix à des petits juifs, et parce qu'ils étaient les deux premiers du canton. Lui et une autre de l'OSE, de la maison d'enfants de Chabannes. Scandale, tout le canton a été au courant. C'est retombé sur les sœurs Payassou. On les a accusées de favoriser les juifs, et ça a alimenté une partie de l'histoire qui fait que l'une de ces institutrices a été éloignée. Il ne pouvait pas la radier, mais sur la demande de la Légion. Alors pourquoi ces petits juifs a été les premiers du canton au certificat d'études? Moi, je me suis dit, mais quel était l'enjeu pour eux? Et il y en a un, et c'est Norbert qui l'a raconté. Il a dit, tu sais, j'ai eu plein de diplômes après. Il est bardé de diplômes aux États-Unis. Mais le diplôme qui est le plus important pour moi, c'est celui-là. Et pourquoi? Parce que j'étais fière de pouvoir le donner à mes parents. Et que mes parents allaient savoir que j'étais un bon élève. Mes parents qui l'avaient laissé en Allemagne, mais qui, il l'a su à l'âge de 75 ans, eh bien, les parents, alors, ses parents étaient à Berlin. Ce sont des Polonais. Vous savez ce qui est arrivé aux Juifs polonais qui étaient en Allemagne? Ils ont été chassés, et comme les Polonais n'en voulaient pas, ils se retrouvent dans ce no man's land, à Sbondin, et c'est à cause de cette
pour ameuter le monde sur la situation de ces juifs, qu'il y a eu comment il s'appelait, Greenspan, voilà, qu'il y a eu et qu'il y a eu et qui a tué Von Rath, et puis après la nuit de cristal. Bon, alors les parents étaient partis vers ce no man's land, et il y avait son frère aîné. Et donc Norbert sait qu'ils ont reçu une lettre de Félix Chevrier. Ils l'ont reçue. Une lettre de Félix Chevrier qui, je crois que ça a été par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, qui disait « Ne vous en faites pas, nous prenons soin de Norbert, et c'est un petit qui est très bon à l'école, nous sommes fiers de lui, vous pouvez être fiers de lui, et vous savez que votre nom sera perpétué, enfin bon, un truc. » Or, il sait par son frère aîné, qui lui s'en est sorti, que cette lettre a été lue en famille avant la déportation définitive de ses parents. Et il m'a donné une clé ils se devaient d'être bons à l'école pour faire plaisir à leurs parents. Et c'est pour ça que les deux premiers du canton au certificat d'études savaient à peine le français depuis 1 an. Donc, bon, voilà. Oui. Question. D'autres aspects du livre. Ils ont été tous. Oui. Comment ça s'est terminé, Chaban? Oui. Comment ça s'est terminé? Il y a eu une rafle. Il y a comment... Alors bon, il y a 2 choses. Il y a effectivement les rafles dans les maisons d'enfants, mais le signal, ça a été la rafle du 26 août 1942, qui a été donc perpétrée par la police française vis-à-vis des Juifs étrangers. Les Allemands n'entrent dans la zone sud qu'en novembre 1942, et là, on est le 26 août. Donc, il n'y a pas l'ombre d'un Allemand, et on a arrêté plusieurs milliers de Juifs étrangers. Et les gendarmes sont allés dans les maisons d'enfants de Lauzé avec des listes. Qu'est-ce que c'était que ces enfants? C'était des enfants au-dessus de 16 ans, puisqu'ils étaient déportables, et qui, au titre du regroupement familial, hein, vous savez combien Laval a été gentil, puisqu'il a permis que les familles ne soient pas séparées et que les enfants puissent partir avec leurs parents. Merci, Monsieur Laval. Et donc, c'était des enfants qui, auparavant, avaient été dans les camps d'internement, pour la plupart, libérés par Lauzé, mais dont on avait la trace. Le petit Herbert dont je vous ai parlé, c'était ça, c'est exactement ça. Donc si le gendarme vient avec une liste, eh bien, c'est parce que déjà Lauzé l'avait sorti, mais qu'il était connu. Bon. À ce moment-là, les dirigeants de Lauzé comprennent que ces maisons d'enfants qu'ils avaient installées en zone sud, parce qu'entre-temps, c'était plus 3, 4, c'était 14 maisons d'enfants dans toute la zone sud. 14, c'est énorme. Donc se disent, mais qu'est-ce qu'on a fabriqué? On a fabriqué des pièges. Donc il est temps que l'on fasse marche arrière. Qu'est-ce que ça veut dire fasse marche arrière? Ça veut dire entrer dans la clandestinité. Ça veut dire créer un circuit clandestin d'enfants pour que ces enfants changent d'identité et s'évaporent dans la force profonde. Lorsqu'ils imaginent ça, on est fin 42. Le temps de mettre ce circuit en place, parce qu'il n'y a qu'à Faucon,
comment on disperse 1200 enfants comme ça dans la France profonde. Il faut de l'argent, il faut des endroits, donc des adresses, il faut des convoyeuses, il faut toute une infrastructure. Cette infrastructure, c'est le réseau Garel, il n'a pas été le seul. Les éclaireurs israélites ont fait eux aussi un réseau qui s'est appelé la 6e. Le mouvement de la jeunesse sioniste a aussi de trouver des planques pour les enfants. Donc, il met à peu près 6 mois à être opérationnel. Donc, début 1943, on peut dire qu'il est opérationnel. Mais on ne peut pas fermer d'un coup une maison où vous avez une centaine d'enfants. Donc, il s'évapore progressivement en trouvant donc des familles d'accueil pour les plus exposés. Et puis, en faisant partir vers la Suisse, aussi ceux qui sont les plus exposés. Les départs vers les États-Unis sont terminés fin 42, c'est fini. Bon, on pourrait en parler de ça, mais fin 42, ce n'est plus un moyen d'évasion. Donc ce circuit Garel, il est opérationnel dans toute l'année 43-44, mais les maisons ne ferment pas complètement. Ce qui fait qu'à Chabannes, eh bien, vous avez eu 3 fois de suite des gendarmes qui sont venus. Alors, quelle est la date limite où l'OSE dit à partir de ce moment terminé, il faut que tout soit dans la clandestinité? Ben, c'est un petit peu plus tard. C'est en février 44. Pourquoi? Parce que, en fait, l'OSE n'a pas que des maisons d'enfants. L'OSE a également des bureaux et l'OSE a également des centres médico-sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire des bureaux? Il y a un monsieur, avant cette réunion, qui m'a dit qu'il était avec sa famille dans la Creuse et qu'il était arrivé par il y avait eu un train de juifs réfugiés et qui étaient mis en résidence surveillée, en fait, et après dispersés dans des régions de la Creuse. Et un des bureaux de l'OSE, c'était de venir au secours de familles réfugiées qui auraient eu besoin soit d'argent, soit de noms, soit de papier, etc. Donc elle avait ouvert des bureaux un peu partout dans les villes moyennes de France. Ces bureaux étaient, alors eux, excessivement en danger, parce que là, ils étaient, la moindre rafle, et ils étaient fermés. Eh bien, c'est ce qui va arriver. Les gens étaient arrêtés. C'est ce qui va arriver en février 1944. Le bureau de l'OSE de Chambéry est arrêté par Aloïs Brunner, et c'est tout le personnel de l'OSE qui est arrêté, y compris le personnel de juifs français, parce que ce n'était que des juifs français qui étaient mis en avant, parce qu'on pensait que cela était moins en danger que les juifs. D'abord, les juifs étrangers ne pouvaient pas travailler à l'OSE depuis mars 1942, puisque l'OSE était intégré dans l'UGIF. Alors, le chef du bureau de Chambéry, Alain Mossé, a le temps de faire parvenir un télégramme codé qui est arrivé à la direction clandestine de l'OSE. Et ce télégramme codé, qui, je trouve dans sa sécheresse, est très émouvant, parce qu'il y a derrière des gens, et il dit, bon, Brunner est au courant de toutes nos activités, fermez tout. Donc, le lendemain de l'arrestation du bureau de Chambéry, la direction clandestine dit, on ferme tout. Et elle dit à tous les
directeur de maison d'enfants. Si vous n'avez pas fermé votre maison, débrouillez-vous comme vous voulez, mais dispersez les enfants, débrouillez-vous. Et du jour au lendemain, les enfants ont été dispersés. Pas Chabannes, Chabannes avait fermé, Chevrier avait devancé, et Chabannes avait fermé lorsque il y avait eu la rafle des gendarmes d'octobre 43. Mais vous voyez, octobre 43, février 44, on n'est pas loin. 2 personnes n'obéissent pas. L'un, c'est Louis Aron dans la Creuse, à Chaumont. Il n'y arrive rien. Personne ne vient chercher les jeunes filles de Chaumont. Et vous connaissez ce qui arrive à la maison d'Isieux. Parce que dans la maison d'Isieux, il y avait des enfants de Lauzet. Et donc, Madame Zlatin, pour x et x raisons, on ne va pas en débattre maintenant, ne ferme pas la maison. Et avril 44, donc vous voyez février, mars, avril, 2 mois après, ils ont été dénoncés et les 44 enfants sont déportés. Dans ces 44 enfants, il y avait des enfants qui étaient sortis par Lauzet des camps d'internement, qui étaient passés à Chabannes, qui avaient été après dispersés, cachés, qui étaient arrivés à Isieux et qui se font prendre. Voilà. Donc, Chabannes ferme en octobre 43. La totalité des structures de Lauzet ferme février 44. Et ça, là, c'est la clandestinité totale. Mais ils étaient déjà rentrés dans une certaine clandestinité. Et cette histoire, aussi bien de Chabannes que de Lauzet, je la trouve très intéressante parce qu'on pourrait la comparer à maintenant les dilemmes de ce que l'on appelle des ONG. Parce que qu'est-ce que c'est Lauzet ? C'est une ONG au service du peuple juif, mais une ONG. Et quand on fait dans l'humanitaire jusqu'où on va, c'est-à-dire jusqu'où on peut venir au secours sans collaborer, entre guillemets, c'est-à-dire sans, on va dire, parce que c'est pas collaborer, sans cautionner ce qui arrive. Et Lauzet s'en rend compte très vite, parce que quand elle entre dans les camps d'internement pour venir faire de l'humanitaire, très vite, Joseph Veil dit, mais attendez, nous ne cautionnons pas ce qui est en train de se passer dans les camps. Mais comme nous ne pouvons pas sortir les adultes, au moins, essayons de sortir les enfants. Et on voit comment petit à petit, de cette nécessité de venir en aide, c'est-à-dire de faire de l'humanitaire, elle comprend qu'il faut passer à autre chose, c'est-à-dire il faut passer à comment envisager d'entrer dans la clandestinité. Alors que c'est une œuvre sociale, c'est pas des politiques, les gens de Lauzet. Ce sont des éducateurs, des assistantes sociales, voilà. Et c'est ce passage-là que je trouve passionnant et qu'on entrevoit dans l'histoire de Chabannes. On va vous passer le micro. Après toutes ces épreuves qu'ont eues ces enfants, que sont-ils devenus dans la vie? Parce que finalement, ils ont eu tellement d'épreuves, ils n'ont plus de parents, ils sont menés d'un côté, de l'autre, etc. Ils sont trimballés. Et complètement trimballés. Absolument. Ils n'ont pas une vie comme, par exemple, nous on a eu un père, une mère, puisque maintenant on parle de ça tout le temps. Que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils ont pu vivre normalement? Est-ce qu'ils ont pu avoir une vie
Enfin, je ne sais pas, parce qu'ils n'avaient même pas d'exemple de vie de famille. Je ne sais pas comment. J'en ai épousé Voilà. l'un d'entre eux. Ah bon. Alors très bien. Mais bon, c'est quand même. On peut se poser des questions parce qu'ils ont été tellement malheureux, Mais c'est bien Voilà. l'objet de mon doctorat. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je vous ai parlé que moi, au départ, c'était pas la guerre. C'était qu'est-ce qu'ils étaient devenus après. Bon, alors évidemment, les collectivités. Moi, j'ai interrogé ces collectivités d'enfants d'après-guerre. Hein, donc, je vais vous répondre une réponse à la normande. Il y a toute la palette des réactions ou de la résilience, comme pourrait dire Cyrulnik. Ça va dépendre de la manière dont ils ont été séparés de leur enfant. Ça va dépendre de l'âge. C'est pas la même chose quand on est séparé des parents à 4 ans et à 12 ans. De la manière, est-ce qu'ils ont pu dire au revoir à leurs parents? Est-ce qu'ils ont été conscients de ce qui allait devenir? Non, mais quand même, quand ils ont pu se séparer, c'est pas la même chose que quand ils voient tout d'un coup en juillet 42, ils sont en vacances et puis voilà, et puis qu'ils sont dans la Sarthe et que le 16 et le 17 juillet, il y a la rafle du Veldiv et puis il n'y a plus de parents. Bon, voilà. Donc tout ça fait que tout ce que je peux vous dire, c'est que ils s'en sont bien mieux sortis que quoi? Que qui? Que la plupart des autres? Oui et non. Moi, tout ce que je sais, par ce que j'ai modestement fait dans le travail de doctorat, c'est que les maisons d'enfants qui ont été créées après la guerre, ça a été la moins mauvaise des solutions pour des enfants qui, pour la plupart, n'avaient pas pu faire le deuil de leurs parents. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, et je pense d'ailleurs que ces collectivités ont été une chance pour eux parce que ils ont eu une chance par rapport à quoi? Par rapport à l'assistance publique. Alors ça, complètement. C'est évident. D'abord parce que l'un des buts de ces collectivités d'enfants, c'est leur redonner des moyens de se réancrer dans le judaïsme. Pour la plupart, ils ne voulaient plus en entendre parler parce que juif égale mort. Point. Voilà. Donc, ça a été donc un ancrage, que ça passe par les juifs communistes ou les juifs orthodoxes ou les juifs laïcs, peu importe, ça a été un ancrage. L'autre chose, c'est que ils étaient tous ensemble et logés à la même enseigne. Et on ne pouvait pas dire d'eux, c'est le petit orphelin, donc on va plaindre. Et donc ça aussi, ça a été très important pour eux, pour se reconstruire. Et puis parce que ça leur a donné les moyens, non pas de faire des études longues, ça a été le grand reproche qu'ils feront à ces maisons d'enfants. Et beaucoup m'ont dit, si on avait gardé nos parents, on aurait fait des études longues. Mais ça leur a donné la plupart vont faire des études courtes et vont aller à l'Hort, mais ça leur a donné un bagage intellectuel pour, après, reprendre des études. Vous dire qu'il n'y a pas eu des enfants qui se sont suicidés après la guerre, oui, il y en a eu, et dans toutes les organisations. Vous dire qu'il n'y a pas des enfants qui sont maintenant devenus des
des gens mal dans leur peau, oui, il y a des gens très mal dans leur peau, et les services sociaux de Lausée sont là pour les voir. Mais globalement, vraiment, ils s'en sont sortis avec beaucoup de courage et en tout cas, ceux qui sont partis aux États-Unis sont devenus américains. Ceux qui sont partis en Australie sont devenus des Australiens. Et quand vous voyez l'amicale de Lausée tous les lundis matins, eh ben vous voyez des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui, voilà, qui... Alors là, il y a toute la palette de ce que le judaïsme peut produire, du plus laïque au plus religieux. Voilà. Et donc, et là, l'influence des maisons d'enfants, je crois, a pesé sur la manière dont ils ont pu, plus tard, appréhender leur judaïsme ou leur sionisme. Ce qu'on peut dire, c'est que les enfants issus des maisons de juifs communistes, qui s'en sortent aussi bien que les autres, on ne va pas dire que ça va donner des sionistes militants, mais ils vont retrouver un certain judaïsme une fois devenus adultes, du judaïsme laïque, culturel, mais un judaïsme ancré dans des pratiques, quoi, qui ne sont pas que religieuses. Deux petites questions avant de terminer. Je voulais savoir, est-ce que beaucoup d'enfants ont été déportés et dans quel camp? Lesquels? De Chabannes? Oui. Non. Heureusement, il y a eu 4 déportations. 2 sont revenus. 2 sur les 4. Il y a eu plus d'enfants qui ont été déportés. Mais Lausée en a rattrapé. Moi, je vous parle de Chabannes, hein, de Chabannes, et il y en a 2 qui sont parvenus. Bernd Verschauer et Marjane Stroum. Et Marjane Stroum s'occupait du journal, oui. Et Bernd Verschauer, c'est celui qui... on a mis plein de photos de lui, et puis c'est celui qui raconte avec beaucoup d'humour l'exode du château de Quincy. Mais sur l'ensemble des rafles et des enfants de Lausée, il y a 33 enfants de Lausée sur l'ensemble des... Je ne parle pas d'Isieux, hein, qui ont été déportés. Ils ont... Alors, en général, ils se retrouvaient dans des camps autour du complexe d'Auschwitz-Birkenau et dans des camps de travail. Comme c'était des jeunes, des adolescents, on ne les a pas envoyés directement à Birkenau gazés, ils ont été dans des camps de travail. Donc, certains ont pu survivre et d'autres... Alors, sur les 33, je ne sais pas combien. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les 2 qui ont survécu, il y en a un qui était vraiment, vraiment mal en point. Ouais. Une dernière question, allez-y. C'est sans doute pas le sujet du livre, mais est-ce que tu as eu des échos de la mémoire de toute cette époque à Chabannes, dans l'après-guerre et jusqu'à aujourd'hui éventuellement? Alors, c'est le sujet du livre, puisqu'il y a un chapitre qui s'appelle la mémoire. Et
comment vous dire, cette mémoire a été entretenue dans la Creuse. Elle a été entretenue parce qu'il y a eu plusieurs rassemblements à partir des années 60, parce qu'il y a eu un colloque, parce que il y a eu à Guéret plusieurs nominations de justes, et parce que les enseignants creusois se sont emparés de cette histoire. Et en particulier, il y a un enseignant d'histoire je ne sais pas si c'est le lycée de Guéret, je confonds, ou le lycée de la Souterraine, qui, avec ses élèves, a fait un site internet qui s'appelle Bonjour les enfants, et qui entretient cette mémoire, et qui est repris en charge par les gens du coin. Écoutez, j'étais dans la Creuse la semaine dernière, c'était absolument émouvant autour du livre, la manière dont les gens sont venus et ont accueilli. Alors, il se trouve qu'en plus, des plaques ont été des plaques à la mémoire de cette histoire, ont été installées dans le village de Chabannes, dans la maison d'enfants, puis sorties de la maison d'enfants parce qu'elles étaient trop isolées. Et elles ont été mises sur l'ancienne école des sœurs Payassou. Et donc, on les voit très bien. Et quand on se promène dans la Creuse, on voit ces plaques et ça raconte cette histoire. Il y a des photos d'enfants. Et l'école de Fursac a le nom de Félix Chevrier. Ça veut dire que lorsque j'étais dans la Creuse pour signer le livre, d'abord il y avait des piles de bouquins comme ça qui ont fondu. J'ai jamais vu ça avec le moindre de mes bouquins. Et il y avait là, les enseignants étaient là. Il y avait l'institutrice de Fursac. Évidemment, son école s'appelle Félix Chevrier. Et ils avaient préparé toute une étude faite par les enfants, maintenant, de l'école de Fursac. Et il y avait la documentaliste du lycée de la Souterraine. Et puis il y avait les professeurs du lycée de Guéret. Donc on sent que c'est toute une région qui prend en charge cette histoire. Voilà. Il y a une question. Est-ce qu'il y a une rue des sœurs Payassou à Chabannes? Non. Non. Une école qui porte leur nom? Non, non. Il y a leur image, il y a leurs photos, mais je ne crois pas. Je sais pas, non, c'est vrai que c'est un village, mais ça aurait pu être... Dans une école. Oui. Bien. Pas d'autres questions? Une dernière, Fivaz? On arrêtera là. Alors, c'est pas... Ça marche. C'est pas vraiment une question. C'est plus une remarque au sujet des enfants qui ont été sauvés par leur famille ou par l'OSE. Alors, sur le chapitre très spécifique du passage en Suisse, il valait 1000 fois mieux avoir été confié à l'OSE qu'être resté avec ses parents. Parce qu'avec les parents, on pouvait être refoulé. Il y a eu des cas absolument tragiques, alors que pas un seul enfant qui a été confié à l'OSE ou aux éclaireurs israélites, au mouvement de la jeunesse sioniste, n'a été arrêté. Il y a eu des arrestations, mais aucun n'a été déporté. Enfin, sauf un cas absolument tragique de refoulement disciplinaire par la Suisse. Mais autrement, aucun enfant n'a été déporté. Et là, on le voit très clairement. D'abord, l'OSE met sur pied des stratégies formidables de falsification d'identité, parce que tous les enfants qui ont plus de 16 ans, on les rajeunit, puisque la Suisse accepte jusqu'à 16 ans. Ensuite, on fait des convois. Il y a des négociations avec la Suisse. C'est une action absolument encadrée. Et je dis toujours très volontiers que ces enfants ont été monitorés par l'OSE du début à la fin d'une manière absolument admirable. C'est la spécialiste des passages en Suisse qui vous parle là. Je voulais signaler qu'à la fin de la semaine, sur Arte, je n'ai pas eu le temps de vérifier l'heure et le jour exactement, on va passer un documentaire sur Paul Gruninger, qui est devenu un des justes,
parce que justement, il a, depuis Winterthur, il s'est opposé à l'administration suisse qui a commencé à refouler les juifs autrichiens et allemands à partir d'une certaine date, et qui a d'ailleurs été ensuite viré par les autorités suisses, etc., et qui après coup a pu avoir ce titre de juste, je crois, 2 ans avant sa mort. À titre posthume, il a été réhabilité aussi par la Suisse à titre posthume. Oui, oui. Grüninger, ça c'est 38, hein, ça c'est l'époque de la politique d'émigration de la Suisse. Après, il y a une politique du refuge qui est un peu différente, mais c'est 2 aspects assez différents. Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à Cathy pour cette soirée.